dis bonjour à tout le monde et je dis surtout bonjour à José Dos Santos, que je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui. Nous vous avons déjà fait entendre José puisqu'il est intervenu pour l'intelligence artificielle. Avant tout, José, bonjour. Bonjour, shalom. Shalom et soyez le bienvenu dans cet atelier littéraire. Alors, dois-je vous présenter? Je sais que vous avez un fan club en Israël, mais je persiste à vouloir dire que vous êtes journaliste et écrivain portugais, que vous êtes né au Mozambique, donc de langue portugaise, et vous êtes actuellement le présentateur phare du journal télévisé de 20 heures à Lisbonne. Alors, bien sûr, on vous a déjà entendu pour Immortel et l'intelligence artificielle, mais là, vous nous arrivez avec un sujet particulièrement poignant et douloureux. Je veux parler de la Shoah, et vous allez intervenir pour deux livres magnifiques, romanesques, mais présentés avec une connotation historique vérifiée. Je veux parler du magicien d'Auschwitz, et je présente tout de suite la couverture du manuscrit de Birkenau. Alors José, on va commencer avec le magicien d'Auschwitz. Plantez vos personnages. Alors, bonjour. J'ai toujours l'idée sur la littérature que je voulais faire une sorte de mélange entre la fiction et la réalité, même si la fiction a toujours quelque chose à voir avec la réalité. Je voulais trouver des beaux bouquins où la réalité, même en fiction, était très présente. Et c'est ça ce que je voulais faire dans mes romans. Alors, avec le magicien d'Auschwitz, là, je raconte... c'est une histoire qui s'est basée sur un homme que j'ai connu dans un programme de magicien, en effet. J'étais invité pour un grand magicien portugais qui avait un programme sur la télé. Et dans le plateau, il y avait un vieillard de 91 ans, je pense, à cette époque-là. Maintenant, il y a 94 ou 95. Il était un survivant d'Auschwitz. Il est devenu magicien à Auschwitz, puisqu'il a connu là-bas un grand magicien de son époque, qui s'appelait Herbert Levine. Et cette histoire m'a interpellé. Il a survécu apparemment à cause de la magie. Et cette histoire m'a interpellé. Et Werner, qui était ce magicien que j'ai connu, il m'a tout raconté. Il est venu chez moi et puis on a échangé beaucoup d'emails. Il habite à Newark, aux États-Unis. Et bon, il m'a raconté l'histoire. Il y a beaucoup de trous dans la connaissance de la vie de Herbert Levine, et j'ai rempli ces trous avec l'information historique générale ou mon imagination, évidemment. Et voilà, j'ai raconté cette histoire. C'était un juif allemand qui, après que Hitler est arrivé en 1933, il est sorti pour la Tchécoslovaquie. Et l'histoire démarre à Prague, au moment que les Allemands arrivent à Prague, et on voit son histoire et l'histoire de la famille, de sa famille, qui est évidemment l'histoire de millions de juifs de cette époque, et comment sa vie tombe pas à pas dans cet abîme. D'autre côté, j'ai un légionnaire portugais. C'est basé sur un fait réel, en effet, la vie d'un Portugais qui était dans la Légion étrangère espagnole. Il avait un crime au Portugal, il s'est enfui pour l'Espagne, il était dans la Légion étrangère, et il a fait la guerre civile espagnole du côté de Franco. Et quand l'Allemagne fait l'invasion à la Russie, les Espagnols disent « Nous avons une deuda de sangre », une dette de sang, car les Allemands ont aidé les nationalistes à sauver l'Espagne
communisme, et alors il faut payer cette dette et aider les Allemands contre les communistes en Russie. Et bon, ils ont envoyé une division, c'était la division bleue. L'Espagne voulait entrer dans la guerre à côté des Allemands, mais le dictateur portugais, Salazar, que comme tous les Portugais étaient d'origine juive, il a convaincu Franco à n'entrer pas dans la guerre, car il lui a dit, écoute, les Allemands ne vont pas gagner la guerre. Tu es tort, les Allemands ne vont pas gagner la guerre. Tu es sorti de la guerre civile. Il ne faut pas faire une bêtise comme celle-là d'entrer du côté des Allemands. Mais alors, il n'a pas envoyé, il a entré officiellement dans la guerre, mais il a envoyé cette division, la division bleue, qui était des phalangistes surtout, des volontaires. Mais après une année, il n'avait plus de volontaires pour aller en Russie. Alors, il a décidé d'envoyer la Légion étrangère, déguisée en division bleue. Et alors, c'est là qu'on trouve un tas de Portugais qui étaient dans la Légion étrangère espagnole et qui sont allés pour le siège de Leningrad. Et alors, mon personnage, Francis, qui est basé sur un personnage réel, il était là. Il est participé dans les guerres-là. Finalement, avec Stalingrad, Franco, quand Stalingrad s'est passé, il a dit, mais Antonio c'était Salazar, mais Antonio, il avait raison, ils ne vont pas gagner la guerre. Alors il a décidé de retirer la division bleue. Et ce qui s'est passé, c'est que les Allemands ont convaincu beaucoup d'Espagnols et quelques Portugais aussi à aller aux Waffen-SS, les SS du combat. Et alors, ils ont créé un régiment qu'ils appelaient espagnol, qui était surtout des Espagnols, mais il y avait des Portugais là-bas. Et voilà, notre personnage, il va pour les SS, sauf qu'il n'ira pas pour le Waffen-SS, il ira pour les SS Totenkopf, qui était le régiment de la division des SS qui était dans des camps de concentration. Et c'est ainsi qu'il ira à Auschwitz. Alors, nous irons trouver dans le roman ce parcours, comment ces gens sont allés, et finalement le magicien et le légionnaire, comment ils sont allés à Auschwitz. Et après, le second pas, c'est surtout le manuscrit Birkenau. Qu'est-ce qui s'est passé là, à Auschwitz? Et je voulais là, vous savez, une chose que je trouve très puissante chez la fiction, c'est la capacité de faire si on le fait bien, de faire une reconstitution d'un événement et d'un lien. Et pour donner un exemple très simple, si on est en 1944, bon, n'importe où, et on écoute à la radio, les Alliés sont débarqués en Normandie. Bon, voilà, c'est une nouvelle. C'est une chose très importante. Mais c'est une nouvelle quand même. C'est une chose rationnelle. Une autre chose différente, c'est voir dans l'image d'une main qui tremble. Et l'image s'ouvre, et on voit c'est un soldat américain. C'est Tom Hanks qui est dans le bateau. Et la porte du bateau s'ouvre, ses compagnons sont morts immédiatement, il tombe dans l'eau, et puis il va à la plage, il y a des tirs partout, et nous sommes avec lui. C'est le film de Steven Spielberg, Saving Private Ryan. Et là, dans ce film, on comprend vraiment la Normandie. Et on comprend pas seulement du côté rationnel, mais du côté émotionnel aussi. Puisque l'émotion, c'est une forme d'intelligence. Alors, c'est là la puissance de la fiction. On peut nous amener au coin, comme si nous y étions, comme dans le film de Steven Spielberg. Nous avons cette impression d'être à côté de Tom Hanks, d'être dans la plage. Et c'est ce que je voulais faire là. Je voulais raconter d'une façon... je voulais raconter Auschwitz, mais faire une reconstitution du lieu. Basée
je voulais créer pas une Auschwitz mythique, mais l'Auschwitz que les survivants ont raconté. Et quand je parlais avec Werner et d'autres survivants, j'ai parlé avec trois. C'était Dov Cook, Werner Reich, qui était le magicien, qui avait connu à Berlin, et un autre qui habite au Canada, John Freund, dont son vrai nom était Ian Freund, qui était un juif tchèque. Et Dov Cook aussi. Dov Cook, en effet, il est décédé à Jérusalem il y a quelques mois. C'était un professeur à l'université. Et ils m'ont raconté des choses qu'ils disent souvent. Bon, on ne raconte pas ce genre de choses aux gens car elles ne comprennent pas vraiment cela. Et cette observation, elle m'a interpellé car j'ai publié un autre roman ici au Portugal qui s'appelle L'Ange Blanc. C'est en effet l'histoire de mon père au Mozambique. Il était un médecin, il avait un avion, il faisait des campagnes sanitaires. Et un jour, il est entré dans un village où tout le monde était mort. 300 personnes étaient mortes. Et alors, c'était un massacre des forces portugaises. Et j'ai trouvé le commandant de cette unité des commandos portugais. Et je lui ai demandé, mais comment vous avez pu faire ça? Il habite ici, près de Lisbonne. Et il m'a dit, écoutez, dans une situation comme la guerre, les valeurs sont différentes. C'est impossible d'expliquer ce qu'on a fait dans ce contexte-là. Il faut nous changer pour un autre contexte, des autres valeurs pour comprendre ce qu'on a fait. Et alors il m'a expliqué ces valeurs et tout cela, et j'ai compris, j'ai essayé de les expliquer dans le roman. J'ai trouvé la même chose chez le Furie Divine. Furie Divine, en effet, c'est sur l'islam radical, le djihadisme. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que ces mecs-là, les djihadistes, ils croient faire le bien. Ils suivent leurs valeurs. Et on ne peut comprendre l'islam radical sauf dans le contexte de l'islam radical. Il faut comprendre les valeurs et la façon de raisonner. Et j'ai trouvé que c'était la même chose chez Auschwitz. Il fallait comprendre le lieu dans cet univers parallèle qui était vraiment le système concentrationnaire allemand, nazi, disons aussi. Et il fallait reconstituer ça. Car dans le cerveau des nazis, ça faisait un certain sens. Et j'étais très surpris, car pour beaucoup de déportés, ils ont aussi créé un univers parallèle. Et c'était cette reconstitution de ce univers parallèle que j'ai essayé de faire dans le Magicien d'Auschwitz et surtout dans le manuscrit présent. Car seulement pour finir, quand on voit dans la vie de Herbert Levin, les Allemands arrivent à Prague et soudain, toutes ces valeurs, ils n'ont pas le droit d'aller à la boulangerie, à cette boulangerie, ils n'ont pas le droit d'aller à l'Union, qui est le principal café de Prague, ils n'ont pas le droit d'aller dans le train au week-end, par exemple. Et ils ont incorporé aussi ces interdictions comme si elles étaient devenues normales. Alors ils ont entré dans ce univers parallèle, car on s'adapte. Et nous savons ça. Israël, beaucoup de vous êtes en Israël, c'est un pays, c'est encerclé par des ennemis. C'est pas normal, mais vous avez normalisé cette situation. On est dans une pandémie et les règles ont changé et soudain on a normalisé cette situation. On a créé cette réalité parallèle et on a accepté ça comme le normal. Et c'est ce que j'ai trouvé dans beaucoup des événements que j'ai recherché, le génocide arménien par les Turcs par exemple, ça a été normalisé même par les Arméniens eux-mêmes. Et je pense que dans le Magicien d'Auschwitz et dans le manuscrit de Blanc, j'ai essayé de créer cet univers fidèle aux descriptions des nazis,
Francisco qui voit Auschwitz par les yeux des nazis, lui et le nazi brésilien, Perry Broad, et on voit Auschwitz par le côté des déportés. Et bon, c'est ça que j'ai essayé de faire. Alors José, on va revenir au magicien d'Auschwitz parce que Herbert Levin, et là vous avez un sujet qui est très très intéressant, il est très vite remarqué par les dirigeants SS qui sont fascinés par le mysticisme et les sciences occultes. Alors là, vous allez voir, José est intarissable, il a plein de choses à vous dévoiler. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, évidemment, c'était l'histoire d'un magicien, et ce qui m'a interpellé, c'était l'idée que voici un magicien, un illusionniste, quelqu'un qui comprend que la magie n'est que l'illusion. Ce sont des trucs. Mais il était devant des gens qui croyaient à la vraie magie. Et là, c'était intéressant de montrer ça. Les origines intellectuelles du nazisme sont très étudiées aujourd'hui. C'était une idéologie qui mélangeait des idées différentes, mais qui pouvaient être complémentaires. C'était évidemment du nationalisme très fort. Il avait du racisme, là. Il avait de l'eugénisme, qui est lié au racisme, mais c'est une idée un petit peu différente. Il avait du socialisme dans le nazisme, mais il avait aussi de l'ésotérisme. Et l'ésotérisme que les historiens prennent très au sérieux les autres 4 origines intellectuelles, mais pas beaucoup l'ésotérisme. Et aujourd'hui, on commence à revenir à cette idée, à dire non, finalement, l'ésotérisme, il est très important pour comprendre le nazisme, il est même central au nazisme. Le nazisme, c'est beaucoup plus au-delà de l'ésotérisme, évidemment, mais l'ésotérisme, il est très présent. Et pourquoi il est présent? Ça a un rapport avec les circonstances historiques, surtout de l'Empire austro-hongrois, Autriche-Hongrie. Au XIXe siècle, dans cet empire, il avait un mélange de peuples, des Romains, des Tchèques, des Hongrois, des Allemands, des Serbes. Bon, il avait beaucoup de peuples différents et ethniquement différents. Mais il avait une minorité qui étaient les Allemands, qui dominaient les autres. Ils étaient surtout à Vienne, mais aussi à autre part. Ils étaient très alliés aux Hongrois, car ils étaient les seuls non-slaviques. Et bon, ils dominaient culturellement l'Empire Autriche-Hongrie. Bon, alors, avec le libéralisme, ces autres ethnies qui étaient dominés par les Allemands et les Hongrois, mais surtout les Allemands, ils ont dit, bon, mais on veut apprendre on veut avoir des écoles en tchèque, par exemple, on veut créer notre personnalité culturelle en tant que peuple, car nous sommes différents des Allemands, nous sommes différents des Hongrois. Alors, tous ces peuples, les Ukrainiens, tout ça, on a commencé à enseigner dans leurs écoles et à demander des droits. Et par l'influence évidemment du libéralisme au XIXe siècle. Et la minorité allemande, elle avait ce contexte où elle voyait son pouvoir, perdre son pouvoir. Ces gens-là ne voulaient pas apprendre en allemand, ne voulaient pas parler en allemand, et bon, tout cela a changé. Et à cette époque-là, une américaine d'origine ukrainienne, qui s'appelait Yelena Blavatsky. C'était une mystique américaine. C'était elle qui a créé le concept du gourou. Vous connaissez le gourou? Bon, c'était Yelena Blavatsky qui a créé ces concepts-là et s'est intéressée aux philosophies de l'Asie, de l'Orient. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle La doctrine secrète. Et c'est, je pense, un des bouquins les plus influents du XIXe siècle, même si aujourd'hui on ne connaît pas. Comme le Capital de Marx
la doctrine secrète de Jelena Blavatsky. Et là, elle a raconté une histoire, c'est une histoire évidemment mythique, mais elle a raconté ça comme si c'était des faits, que l'humanité avait cette origine. Des peuples qui sont venus d'ailleurs et sont venus, ils se sont mélangés. Et le troisième de ces peuples, c'était les Atlantes. C'était des hommes et des femmes blonds, avec des yeux bleus, grands, puissants, très intelligents, qui sont venus du ciel. Ils étaient des demi-dévants. Ils avaient des origines divines, disons ainsi. Bon, ils étaient demi-hommes, demi-dieux. Ils sont arrivés en Atlantide. Ils ont créé une civilisation magnifique. Mais puis, c'était une catastrophe en Atlantide. Ils sont émigrés pour sauver pour des régions froides, telles que l'Allemagne, telles que les Himalayas, telles que les Andes. Et ils sont devenus des Aryens. Et ces gens-là, ils étaient très disons, mais ils ont commencé à mélanger avec des autres peuples sur la Terre. Et ils ont perdu, à cause de ce mélange, l'étincelle divine. Ça, c'est écrit dans la doctrine secrète. Alors, cette histoire-là, qu'Jelena Blavatsky a racontée, ça a interpellé les Allemands en Autriche. Ils ont dit, mais c'est ça les Tchèques, et les Romains et les Serbes, ils sont des peuples étranges, des Juifs aussi qu'il avait là, et d'étranges. Alors nous, les Allemands, nous sommes supérieurs, car nous avons une civilisation supérieure, mais on trouve cela aussi dans Marx. Marx, il a dit dans ses textes, c'est extraordinaire, Marx et Engels, nous les Allemands, et Marx était d'origine juive en plus, et nous les Allemands sommes supérieurs, nous avons même enseigné ces peuples-là à faire du commerce, car sans nous, ils ne servaient pas à faire le commerce. C'était absolument absurde, mais il a écrit ça dans ce texte. Je ne suis pas sûr si c'était Marx ou c'était Engels. Mais il pensait, les Allemands en général, Allemands ethniques et Allemands culturels, pensaient ainsi. Et alors, ces idées de Mme Blavatsky sont entrées dans la culture allemande. Et il y a une fascination pour l'Orient. Vous savez, un des bouquins les plus populaires en Allemagne, pendant cette période, je dirais, le nazisme, c'était Siddhartha de Hermann Hesse. C'est cette idée de l'Orient sage d'origine divine et tout cela. Et si vous voyez le film avec Brad Pitt, cette année au Tibet, c'est l'histoire d'une expédition de Ahnenerbe, les SS, c'est la division historique des SS, pour aller au Tibet, pour trouver des évidences sur l'origine divine des Atlantes, des Aryens, évidemment qui étaient des Atlantes. Et toute cette histoire, elle est entrée dans la culture allemande, c'est pas seulement nazi. J'ai trouvé un texte de Mussolini des années 20, où il parlait sur cette connerie que les Allemands parlent de la supériorité venue du ciel, et qu'est-ce que c'est cette connerie, tout ça. C'était Mussolini qui se plaignait de ces idées. Alors, elles étaient présentes avant même, c'était, je pense, un texte de Mussolini de 1920, 1921, alors c'est avant la création du parti nazi. Alors, ces idées étaient dans la société. Les nazis n'ont rien créé de nouveau dans ce sens. Ces idées étaient très présentes dans la culture. Alors, ils ont utilisé ces idées, ils ont adopté ces idées, et ils ont créé, il y avait partout, en Autriche, en Allemagne, des sociétés secrètes. Et, par exemple, Rudolf Höss, le commandant qui a créé Auschwitz, et Himmler, le chef des SS, ils étaient dans une société secrète. Et beaucoup des nazis, en effet, ils étaient dans une société secrète. Et les SS même étaient une ordre initiatique. Ils ont refusé le christianisme, ils avaient des cérémonies de mariage, des cérémonies paganes liées à la terre. Et ils étaient très dans un mouvement qui c'était le mouvement de la jeunesse du 19e siècle. Ce mouvement de la jeunesse, c'était un mouvement d'être dans la forêt, en communauté avec la nature. Et ce mouvement de la jeunesse a
étaient dans les origines du nazisme, mais aussi des mouvements si différents comme les hippies et les beatniks, le mouvement de la jeunesse. Cette idée de prendre les choses à la terre. Ils étaient sur l'herbalisme, par exemple, le végétarianisme était très présent dans ces idées. Ils ont tout mélangé pour créer cette idéologie. Et voilà, tout ça pour raconter quoi? Ce que je vous ai expliqué, c'est expliqué dans le roman. Nous avons ici, dans le roman, un magicien juif qui est un illusionniste. Comme j'ai dit, il comprenait évidemment, c'était des trucs. Mais il était devant des gens, des nazis, qui croyaient à la vraie magie. Et alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il a manipulé ces croyances des nazis pour s'en sortir d'Auschwitz. Et on ne sait pas comment Herbert Levin s'est en sorti. Alors, j'ai imaginé, il n'a jamais raconté, sauf qu'il a dit que c'était grâce à la magie. Le dire. Il a dit j'ai survécu grâce à la magie. Et je vais imaginer la façon comment il l'a fait, mais cette partie-là du manuscrit de Birkenau, c'est imagination, car il n'a jamais raconté, que je sache, comment il s'en est sorti. Et voilà, j'espère Monique d'avoir expliqué. Alors, José, je vais vous brancher sur autre chose maintenant, parce que bien sûr, les femmes ne sont pas absentes des deux romans, puisque vous l'avez compris, Herbert Levin il y avait sa femme et son fils également. Ils vont essayer de s'en sortir. Francisco veut libérer sa fiancée ukrainienne. Et je vous branche sur quelque chose, les Sonderkommando. Oui. Alors, le Sonderkommando. Le Sonderkommando, qu'est-ce on va plonger dans le manuscrit Birkenau sur le Sonderkommando. Quand j'ai vu que j'ai vu. Recording in progress. Et j'ai lu, comme beaucoup de gens, des histoires sur Auschwitz, sur le système concentrationnaire. Et ce que j'ai observé, c'est que ce sont des histoires des gens qui ont survécu. Évidemment, par des raisons inévitables. Les morts n'en ont pas parlé, ils n'ont pas raconté ce qui s'est passé avec eux. Alors, toutes les histoires qu'on a sont des histoires des gens qui ont survécu. Et d'une certaine façon, ça donne l'impression que la majorité, même si rationnellement on comprend que ce n'était pas ainsi, mais émotionnellement, ça donne l'impression que la majorité des gens qui sont allés à Auschwitz ont survécu. Car toutes les histoires sont des gens qui ont survécu. Et finalement, nous le savons, c'est pas vrai. La majorité des gens qui sont arrivés, ils ont été tués, tout simplement. Recording stopped. Et alors, mon idée, c'est comment je vais faire parler ces gens-là. Car tous les bouquins que je vois sur Auschwitz nous racontent des histoires des gens qui ont survécu. Et je voulais raconter notre histoire. Mais comment accéder à ce qui s'est passé vraiment? Là, c'était évidemment un grand défi, car ces gens-là n'ont pas laissé des documents. Mais il y a une catégorie de témoignages qui nous amène à ces gens-là. C'est les témoignages des Sonderkommando. Les Sonderkommando, c'était, comme beaucoup de vous le savez, l'unité des déportés qui étaient obligés à travailler au crématoire. Et là, ils faisaient la réception aux déportés et ils amenaient à la Gaskammer, la chambre à gaz. Et alors, ils étaient, d'une certaine façon, des complices du génocide. Et comment ça, ils étaient des témoins. Et ils étaient les seuls à voir vraiment qu'est-ce qui se passait à la fin. Et comment on sait ce que c'est. Et ces hommes de commande, il y avait une décision des nazis de n'importe ce qui se passe, ils vont être tués car ils sont les témoins. Et ça, c'est le secret. Ce qu'on fait dans la chambre à gaz, c'est le secret. Il faut tuer tous les témoins. Alors, ils étaient destinés à être tués. Mais ils ont laissé des témoignages, des manuscrits qu'ils ont cachés à côté des crématoires. Et
ces manuscrits ont été découverts et évidemment, on connaît son contenu. En plus, on montrait que presque tous les documents étaient morts. Il y a du son. Oui, Monsieur Blum, fermez votre micro, s'il vous plaît. Et Nicole Malamé. Et Nicole Malamé également. Soyez gentils de fermer vos micros. Monsieur Blum, vous inquiétez pas, dans peu de temps, on vous attendra avec vos nombreuses questions. Alors, soyez sympa, fermez votre micro qui gêne José. Vas-y, José, tu peux. Pardon. Alors, il y avait une seconde source d'information sur le Sonderkommando, c'est qu'un historien israélien qui s'appelle Gideon Greif, il a découvert, par hasard presque, qu'il avait beaucoup de Sonderkommando qui ont survécu, qui sont enfouis à la fin. Et ils s'étaient cachés, je veux dire pas cachés dans le sens... Cachés dans le sens qu'ils ne racontaient pas son histoire, ils avaient honte et peur de la réaction des gens. Car après la guerre, après qu'on a découvert vraiment ce qui se passait là, ils étaient considérés des complices, des collaborateurs du génocide. Et les choses étaient difficiles pour eux, alors ils ne racontaient pas. Mais Gideon Greif, il a trouvé ces gens-là, il a convaincu à raconter ce qui se passait. Alors, il a interviewé une trentaine, en vérité tous, qu'il a trouvés. Il les a convaincus à parler. Et j'ai eu accès à ces entretiens. J'ai connu Gideon Greif ici à Lisbonne, il est venu il y a quelques mois. Alors, j'ai lu tous ces textes. Il nous raconte ce qui se passait là au crématoire. Un détail. Et alors, dans le manuscrit de Birkenau, et les sources sont les manuscrits eux-mêmes et les témoignages. Bon, je vais raconter. Alors, on va voir une histoire de fiction qui finalement, c'est pas une histoire de fiction. J'ai un ami rabbin qui m'a dit quand il a lu le livre, c'est la première fois de ma vie que j'ai lu des conversations dans la chambre à gaz. Et le plus étonnant, c'est de découvrir que ces conversations ne sont pas l'imagination de l'auteur, sont des choses qui ont été témoignés, évidemment par les Sonderkommando. Et alors, c'est ça ce que j'ai essayé de faire une reconstitution sans rien cacher. C'est très dur, mais je pense qu'il faut le faire. Je comprends que ça peut être sensible, et c'est être très sensible, mais il fallait le faire. Je l'ai fait en effet dans toute ma littérature. En général, des romans qui sont traduits en français ne sont pas mes romans historiques, mais il y a quelques romans historiques, tels que L'homme de Constantinople et le millénaire à Lisbonne, et ça nous raconte l'histoire des Arméniens, et là je raconte le génocide arménien en détail, sans rien cacher. Et dans L'Ange bleu, le roman sur la guerre coloniale portugaise, je raconte le massacre en détail, sans rien cacher. Et j'ai essayé de faire la même chose ici. C'est dur, mais j'essaie d'être le plus honnête possible. Montrer tout ce qu'il y a. Même les choses qui ne sont pas... vous savez, ce que les survivants m'ont dit, c'est que il y a des choses qui se passaient là-bas, à Auschwitz, mais on ne raconte pas, car les gens ne sont pas disponibles à entendre ça. Et quelque chose ne sont pas plaisantes même pour nous. Car pour survivre, il faut faire des choses pas agréables quelquefois. Et je voulais raconter tout. Et c'est pourquoi je trouve que c'est un livre très difficile. Il a été très difficile à écrire. En effet, c'est la seule occasion où j'ai, un certain après faire la recherche, je me suis dit non, je ne vais pas écrire ce bouquin parce qu'il sera trop dur. Je n'irai pas édulcorer ce qui s'est passé. Et ce que j'ai trouvé, c'est que la réalité de la fiction sur le sujet édulcore toujours le sujet. Et je comprends pourquoi. Parce que la réalité, elle est trop dure. Et c'est comme regarder le soleil. On peut regarder le soleil
dans une seconde, 2 secondes, mais on ne peut pas faire ça longtemps. Et observer Auschwitz dans toute sa réalité, c'est comme observer le soleil. C'est trop dur. Et la fiction édulcore cette réalité pour la rendre lisible. Sinon, elle n'est pas lisible. Et je ne voulais pas édulcorer. J'ai pas édulcoré ce qui s'est passé dans la guerre au Mozambique. Je n'ai pas édulcoré ce qui s'est passé avec les Arméniens. Je ne voulais pas édulcorer ce qui s'est passé à Auschwitz. Mais si je n'édulcorais pas, les gens ne seraient pas disponibles à lire un tel livre. Alors, à un certain moment, j'ai décidé, non, je ne vais pas écrire ça, ce livre-là. Mais puis, j'étais très mal à l'aise avec cette décision, car il y avait une histoire à raconter, il y avait une réalité à reconstruire, et finalement, je me suis plongé, je me suis dit, bon, si les gens ne sont pas disponibles à le lire, tant pis, mais je vais l'écrire. Et c'est ainsi que j'ai écrit. En effet, José, certains passages dans le manuscrit sont très difficiles à lire, à supporter. Et pour alléger un petit peu cette atmosphère, alors que ça n'allège absolument pas ce qui s'est passé aussi bien à Auschwitz, à Birkenau, tu nous fais découvrir en détail les camps des familles. Le camp des familles. Alors, le camp des familles, c'est évidemment beaucoup de survivants et sont venus du camp des familles. Même aujourd'hui, quand on trouve un survivant d'Auschwitz, en général, c'est quelqu'un qui vient du camp de famille, car c'était le seul cas avec le camp des Gitanes où les enfants étaient permis. Vous le savez très bien, les gens arrivaient dans le Jugendramp, dans la plateforme, et les enfants, ils allaient être gazés immédiatement à gauche pour être gazés. Et alors les enfants ne se vivaient pas. Mais dans le camp des familles, il y avait des enfants, il y avait des familles. Il y avait même une école. Et c'était très surprenant quand j'ai appris cela. J'ai même parlé de Dov Cook, par exemple, il m'a raconté, il était dans l'école, il a survécu car ils avaient un barracon qui était à l'hôpital, dans le camp des familles. Alors, qu'est-ce que le camp des familles? C'est que les Allemands comprenaient très bien, les Allemands, les nazis, ils comprenaient très bien qu'ils faisaient le mal. Ils comprenaient très bien. C'était très clair pour eux. Ils faisaient quelque chose de très condamnable. Et alors, ils savaient qu'il y avait des rumeurs sur ce qui se passait. Alors, et aussi, il y avait beaucoup de juifs qui étaient des gens très connus, comme des gens liés par la famille de Freud, par exemple, ou de la famille de Kafka, ou n'importe qui, car il y a beaucoup de juifs, des intellectuels, des professeurs, des artistes qui étaient très connus dans le monde. Et il ne pouvait pas faire disparaître ces gens-là du jour à la nuit. Hein. Alors, ils ont créé dans la Bohémie et Moravie, la Tchécoslovaquie, à Theresienstadt, ils ont créé un camp, le camp de Theresienstadt, c'était le camp pour les Prominenten, comme ils les appelaient. C'était pour des juifs très notables. Mais aussi, il y avait des autres qui venus de la Bohémie et Moravie, qu'ils ont déportés pour Theresienstadt. Et là, c'était un camp de présentation au cas il fallait montrer qu'est-ce qui se passait au système concentrationnaire. Si quelqu'un disait, mais où est la sœur de Kafka? Où est-elle? Mais elle est à Theresienstadt. Mais venez, on va vous montrer Theresienstadt. Il y a une école là, il y a un hôpital, il y a des magasins, il y a des spectacles culturels, il y a un café, et tout cela, alors, c'est presque normal. C'était un show camp, disons ainsi. Et alors, Herbert Levin, le magicien, il est passé par Theresienstadt. Mais après quelque temps, ils ont commencé à envoyer ces gens-là à Auschwitz. Et alors, ils ont envoyé un premier train, et après un deuxième train, avec 5000 déportés. Mais ils savaient qu'il y avait le danger des gens de
demandé, mais où sont ces gens-là qui sont sortis de Theresienstadt? Alors, du moment que ces gens-là sont arrivés à Auschwitz, ils n'ont pas été envoyés au gaz, ils ont été envoyés dans un camp qui s'appelait le Familienlager, le camp des familles. Et là, ils n'ont pas coupé les cheveux, et, leurs vêtements, c'était leurs vêtements, ils n'ont pas changé pour les vêtements des prisonniers, non. Sauf qu'ils mangeaient les femmes et les hommes. Et il y a des baraquements pour les hommes, il y a pour les femmes, et les enfants restaient avec les femmes, sauf qu'ils avaient plus de 12 ans, c'était des garçons, ils allaient pour le côté des hommes. Et il y avait une école qui était créée par un juif sioniste qui s'appelait Freddy Hitch, qui était en effet un homosexuel. Et apparemment, c'était un homme extraordinaire. Il a dynamisé une école. Il parlait allemand parfaitement. Les nazis parlaient avec lui comme s'ils parlaient avec un Allemand. Ils ont aidé à créer cette école. Et apparemment, les nazis ont commencé à voir, car c'était le seul coin où ils voyaient des enfants à faire des activités normales. Alors, les nazis qui avaient finalement une manque aussi de cette humanité, ils allaient souvent au camp des familles pour observer les enfants, pour jouer avec les enfants, pour entendre les enfants à chanter, à faire des pièces de théâtre, tout cela qui était dynamisé par les professeurs dans le Familienlager. Et ils ont créé des rapports. Et Mengele, le médecin nazi très connu, il était lié à ce barracon école du Familienlager. Et tout cela est raconté dans le roman. Car Herbert Levin et mon ami Werner Reich étaient dans le Familienlager. Et bon, c'est ça. Et on va voir qu'est-ce qui va se passer. Et c'est ce que je vous ai déjà dit. Beaucoup de survivants, aujourd'hui encore vivants, sont des gens qui sont venus de Familienlager, car ils étaient des enfants à cette époque-là. Ils ont survécu. Et ils ont survécu aussi grâce au fait que les nazis, ils ont commencé à parler avec ces enfants, à aimer ces enfants, et à la fin, ils étaient très durs pour eux de tuer ces enfants. C'était différent de tuer quelqu'un qui arrive, avec qui ils n'ont aucun rapport émotionnel, mais tuer des enfants qui chantaient par exemple Alouette à l'école, ils applaudissaient ces enfants, c'était très dur. Alors ils ont décidé de sauver ces enfants. Et c'est pourquoi beaucoup d'eux ont survécu, tels que Dolph Kulke, Ian Freund et Werner Reich, avec qui j'ai parlé. Et bon, c'est ça l'histoire. Il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le Familienlager, mais je pense qu'on peut le découvrir dans les romans. Je tiens à dire à souligner, rappeler que le directeur de l'association pour Yad Vashem au Brésil, Mark Pitluck, a déclaré: j'ai lu des centaines de livres sur ce sujet et celui-ci est différent. Alors, d'abord, je voudrais remercier José. Merci José, parce qu'on pourrait te donner la parole pendant des heures, tu as tant à dire. Et maintenant, on va passer aux questions. Merci beaucoup en tout cas pour cette écriture. Et est-ce qu'il va y avoir peut-être un film qui va être réalisé à partir de votre roman, si on peut dire? Bon, il y a deux façons de répondre à cette question. La première façon, c'est que le film, il est déjà fait. C'est chacun des lecteurs qui le fait. Comme vous avez remarqué, j'écris d'une façon très visuelle. Et dans ce sens, je pense que chaque lecteur veut faire un film dans sa tête. Il y a des dialogues. Je fais une construction presque cinématique de la situation. Et alors, le film, il existe dans chacun de nous, dans ce sens. La deuxième... Je vois que Yaël David a une question à poser. Elle lève la main. Yaël, ouvre ton micro. Voilà. On t'écoute. Bonjour. Et
D'abord, je voudrais commencer par un message très personnel, parce que je suis très émue de vous rencontrer. Je vous ai plusieurs fois contacté par écrit. Je suis une vraie admiratrice de vos écrits et je, et je vais peut-être rebondir sur ce que vient de dire Myriam par rapport au côté visuel. C'est vrai que quand on lit vos livres, et je peux même dire à différents âges, parce que j'en fais part aux enfants et je vois que c'est tellement visuel qu'on arrive à raconter des petites histoires de vos histoires. Évidemment, là, c'est un sujet terrible et le côté visuel de la fiction par rapport à la Shoah, c'est toujours quelque chose qui me pose un problème. C'est déjà difficile dans l'imaginaire, mais une fois que des acteurs prennent des rôles, les gens restent dans le cinéma. J'ai peur, au contraire, qu'un film pourrait gâcher l'aspect de ce livre. Maintenant, je vais vous poser une question, vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais j'ai senti dans vos écrits en général, jusqu'à l'arrivée aux portes d'Auschwitz, une certaine obsession par rapport aux faits juifs, on va dire, que ce soit le judaïsme, le sionisme, l'histoire, et vous arrivez à insinuer tout le temps un détail ou au contraire à mettre au centre ce côté juif qui me paraît obsessionnel personnellement, et je vous comparerai, si vous permettez, à Thierry Jonquet, qui allait jusqu'aux orpailleurs pour parler d'Auschwitz, mais qui pratiquement dans toute son œuvre, il est parti trop tôt, mais a toujours insinué un fait juif, et j'aimerais savoir d'où ça vous vient. Oh, c'est une belle question. En effet, on m'a posé cette question une ou deux fois dans le passé, même ici au Portugal. Mais aussi, encore ici, on a différentes façons à répondre. La première façon, c'est dire c'est par hasard, en effet. J'ai pas fait exprès. Mais c'est passé. Vous avez raison. Le monde juif, la culture juive, elle est très présente dans mes bouquins. Mais c'est pas, je ne cherche pas. Il me trouve le sujet, je dirais ainsi. Mais l'autre façon de répondre, c'est de dire que, vous savez, je suis portugais. Et dans l'école au Portugal, on a appris toujours que, les musulmans sont arrivés et un jour, les chrétiens ont fait la reconquête. On a fait la reconquête du Portugal, et alors, on a assimilé ces populations musulmanes qui sont devenues chrétiennes. Et puis, il y avait beaucoup de juifs, et en plus, des juifs sont arrivés de l'Espagne après l'édit d'expulsion de 1492, et il y avait beaucoup de juifs au Portugal, et puis, avec l'Inquisition, ils sont enfouis, ils sont partis. Alors, c'est l'histoire. Alors, nous, les Portugais, nous sommes un mélange entre romains, celtiques, wisigoths, lusitaniens et arabes. Et un jour, l'université de Lisbonne, avec l'université de South Carolina aux États-Unis, après les attentats de New York, vous savez, avec les attentats de New York, ils ont développé des techniques d'analyse génétique très pointues pour trouver pour essayer de trouver les gens qui ont été écrasés par les bâtiments. Et alors, ils ont développé ces techniques, et en utilisant ces techniques, l'Université de Lisbonne, l'Université de South Carolina, ils ont fait une étude génétique de la population portugaise. Et ils ont découvert que les Portugais ont, en moyenne, tous les Portugais, 2 ou 3% de gènes arabes. Ça veut dire négligeable. Et puis, c'est 8% lusitaniens, 12% celtiques, 10% wisigoths et 40% juifs. Alors, l'histoire nous trompait. En effet, les musulmans sont partis et les juifs sont restés, même s'il y a beaucoup de juifs qui sont partis, mais la majorité est restée et s'est mélangée avec ils sont christianisés. Mais pas très convaincus, je dois dire. Et en effet,
je me souviens, ma grand-mère, qui est venue du nord du Portugal, ce devait être une région très religieuse, ma grand-mère, elle n'était pas très religieuse. Tous les Portugais sont des juifs. Et la culture juive est très présente chez nous, même si on ne comprend pas ça. Alors, la culture portugaise, c'est vraiment un mélange entre la culture chrétienne et la culture juive. Alors, José, pour le Portugal, on peut signaler la communauté et la ville de Belmonte exister car, heureusement, nous avons l'État d'Israël.